Bienvenue à bord de Chemin de Fer, le podcast qui vous transporte dans les coulisses de la SNCF. Embarquez à nos côtés depuis la gare de Lyon-Part-Dieu pour un voyage en train inédit. Bon, je vous souhaite un bon voyage. Du début des chemins de fer au train du futur, laissez-vous transporter sur les rails des métiers de la SNCF. Partons ensemble à la découverte de son patrimoine et des savoir-faire de celles et ceux qui rendent possible et assurent vos expéditions. Pour conclure cette série à la découverte du voyage en train, nous vous transportons au cœur de l'innovation. Comment la SNCF a-t-elle évolué avec l'arrivée des nouvelles technologies ? Quelle place ont ces technologies dans l'apprentissage et la transmission des savoirs à la SNCF ? Mais aussi, comment sont-elles mises au service de la création et de la conservation du patrimoine ferroviaire ? Bienvenue en gare de l'innovation. Pour les correspondances avec les maisons digitales de Saint-Denis. Quand on compare le voyage en train actuel à celui d'il y a 40 ans, c'était quand même bien différent. Parce que depuis, il y a eu beaucoup d'innovations. Je me demande comment la SNCF innove et se réinvente. L'innovation a toujours été placée au cœur de nos actions dans le groupe SNCF. Si on parle de la partie innovation numérique au sein du groupe SNCF, ça a démarré depuis les années 90 en gros. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur ? Donc je m'appelle Laurent Hardy. Donc voilà, moi mon travail en fait, à moi et mon équipe, c'est de diriger en fait ce qu'on appelle le 574 Saint-Denis. Mission accomplie pour le TGV, il a porté le record mondial de vitesse sur rail à 574 km/h. Un des lieux de l'innovation numérique et digitale du groupe SNCF. Qu'est-ce que c'est pour toi l'innovation ? La distinction entre innovation et invention. L'invention, c'est l'idée transformée qui est utile, quoi, si tu veux, mais qui va servir peu nos affaires. Et l'innovation, ça va plutôt être quelque chose qui va être capable d'être généralisé et qui va rencontrer nos clients et qui, derrière, va nous rapporter du profit, de l'efficacité. On verra peut-être un jour ces fameux trains qui roulent à 1000 km/h. Hormis le train, quelles ont été les premières innovations créées par la SNCF ? On peut parler par exemple de Socrate et du Minitel sur les années 1991. Après, sur les années 2000, on a VSC qui est arrivé, voyagesncf.com. Parallèlement, on peut mettre l'arrivée de Google en France un petit peu pour situer. On est dans les années 2000. Plus on se rapproche de l'an 2000, et plus on craint que ce basculement de date ne rende fou tous les ordinateurs de France. Les SNCF, comme toutes les entreprises, petites ou grandes, elle est amenée à sans cesse à évoluer, à bouger. Dans des grands groupes comme le nôtre, le temps de la décision et le temps de sa mise en œuvre, parfois c'est pas aussi simple, on n'est pas aussi agile qu'une start-up par exemple. La SNCF c'est une vieille maison de plus de 80 ans maintenant et effectivement c'est une entreprise qui s'inscrit dans le patrimoine français, qui a une histoire humaine, sociale, économique forte quoi. On accepte mal effectivement de renvoyer une image parfois un peu désuète. Et je pense qu'en tout cas, l'innovation, le numérique, et dans ce qu'elle fait avec les collaborateurs, et à travers toutes ces nouvelles expertises et à travers tous ces lieux spécifiques sur l'ensemble de notre territoire que sont les 514, ça constitue autant de leviers qui permettent de mettre les managers, les collaborateurs dans ce qu'on a à produire avec nos clients au cœur d'une forme de modernité qui enrichit notre patrimoine, quoi, voilà. Malika, Kader, Alexis, Simon, Antoine et de nombreux agents SNCF travaillent quotidiennement avec des outils technologiques. Leur métier évolue constamment au fil des innovations et je me demande si finalement cette technologie ne nous amène-t-elle pas à apprendre tout au long de notre carrière. Et c'est avec Dominique Damide, qui travaille dans l'une des maisons du digital de la SNCF, avec qui je vais pouvoir échanger sur ce sujet. On sait aujourd'hui qu'on a pratiquement un saut technologique tous les 18 mois. Ça veut dire que tous les 18 mois, on a une évolution, une innovation importante qui va impacter soit des usages, soit des process industriels, des process de maintenance, soit des business. Ce saut technologique tous les 18 mois, il oblige d'une certaine façon une entreprise comme SNCF à être dans une logique d'actualisation permanente de cette innovation et d'en mesurer l'impact sur les activités de l'entreprise. Pour être à jour quelque part de cette innovation, il faut que nous fassions un effort important pour embarquer nos équipes et leur permettre quelque part de comprendre
cette innovation, d'en voir les effets positifs. Comment les technologies amènent-elles le personnel de la SNCF à apprendre tout au long de sa carrière? Aujourd'hui, le seul diplôme de départ pour commencer une vie professionnelle ne suffit plus. La posture, ça va être d'apprendre à évoluer durant toute sa vie professionnelle grâce à une mise à jour régulière de notre environnement technologique. Les tutos, les plateformes de e-learning sont d'excellents outils au service de l'apprentissage. La création de plateformes autour de l'identification des besoins de formation des agents, qui peuvent être mises à jour tous les 2 ans par exemple, est un levier important pour que chacun puisse faire ses choix de formation en fonction de ses nouveaux postes ou en fonction de ses appétences qui évoluent avec le temps. Exemple, on a aujourd'hui des parcours internes SNCF qui permettent des agents issus de la vente, par exemple, de l'accueil, de l'information en gare, à se former pour devenir développeur, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le métier de développeur, c'est un métier important pour l'entreprise et qu'on a un besoin fort autour de ces nouveaux métiers. Je suis développeur chez voyagesncf.com. Je suis développeuse iOS sur le projet TER. Alors aujourd'hui, mon poste, c'est ingénieur études et développement au sein de l'entreprise Oui SNCF. Les technologies s'invitent dans le domaine de la formation déjà depuis plusieurs années. Si on regarde côté SNCF, la réalité virtuelle, par exemple, permet aujourd'hui pour les agents d'avoir des formations beaucoup plus interactives, beaucoup plus dynamiques. L'avantage de la réalité virtuelle, si on prend par exemple une formation autour de la sécurité incendie à bord des TGV, cela permet d'économiser l'immobilisation d'une rame TGV qui a forcément un coût puisque une rame immobilisée est une rame qui ne circule pas. La réalité virtuelle en tant que technologie au service de la formation est un véritable plus à la fois pour nos agents, parce que ça permet de leur faire découvrir des nouvelles technologies, ça leur permet de comprendre pourquoi ces nouvelles technologies sont au service de leur métier. Si on prend l'exemple de la réalité augmentée, donc la réalité augmentée, c'est notre environnement réel dans lequel on insère quelque part des éléments digitaux, donc des informations dites augmentées. L'expérience de réalité augmentée la plus connue du grand public, c'est le Pokémon Go. Donc si on prend l'exemple du Pokémon Go, par exemple, appliqué à SNCF, ça peut être demain des informations, des insertions de données sur des éléments réels, par exemple le bloc moteur d'un train sur lequel l'agent de maintenance intervient et sur lequel il y a un certain nombre d'informations qui l'aident dans la manière de faire sa maintenance au quotidien. Dans une phase d'apprentissage, si on a un apprenti ou un nouvel arrivant dans l'entreprise, dans les ateliers de maintenance, la réalité augmentée permet d'apprendre de manière beaucoup plus facile et de manière beaucoup plus dynamique des opérations complexes de maintenance. Pour revenir un peu sur la transmission des savoirs, la formation et les outils digitaux, pourquoi utiliser ces outils digitaux pour se transmettre des connaissances? La transmission des savoirs, c'est un sujet vieux comme le monde. Chez SNCF, on a une histoire qui a plus de 80 ans. Comment vivaient les cheminots à une certaine époque, en 1930, en 1940, en 1950, quels étaient leurs métiers, comment ils travaillaient. Donc de conserver un petit peu une trace au-delà des papiers, des photos, des images, mais aussi de leur voix et de leurs paroles. Sur une machine électrique, vous ne retrouverez pas ça. Non, on ne peut pas retrouver ça. On ne peut pas le retrouver sur un engin moderne. Parce que vous êtes enfermé dans une cabine, vous ne sentez rien, vous ne voyez rien. Enfin si, la voie devant vous, qui se déroule, c'est tout. Alors que sur une vapeur, la voie, vous ne la voyez même pas. Oui. Vous voyez les côtés de la machine, c'est tout à fait différent. On a des cheminots qui partent en retraite, qui sont dépositaires d'un certain nombre de connaissances sur les machines, sur les process industriels, sur une expérience de vie autour du ferroviaire. La transmission, quelque part, de ce savoir qui est un peu plus immatériel, qui est un peu plus en termes de valeur ou de posture historique, elle doit pouvoir se réaliser grâce aux outils numériques. Les outils numériques nous donnent une chance de pouvoir faire en sorte que certains de ces profils de cheminots historiques puissent être d'une manière conservés, mais que leur histoire, ou les tranches de vie quelque part qu'ils représentent dans l'histoire de SNCF, puissent être conservées pour les générations futures. Mais alors comment ça se passait avant, quand il n'y avait pas ces technologies? Comment on faisait pour se transmettre nos savoirs? La technologie, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi.
Donc la transmission du patrimoine, elle existait déjà et elle continue à exister aussi dans une articulation entre des outils digitaux mais aussi des moyens physiques. Ça passe d'abord par la conservation et la préservation d'un patrimoine qui est d'une grande diversité. Florence Brachet-Champsor, je suis chef du service patrimoine et mécénat au sein du groupe SNCF. Effectivement, le patrimoine à la SNCF, c'est un sujet qui est très particulier parce qu'on a tendance à associer le patrimoine au passé. La SNCF est une entreprise dont l'innovation est au cœur de l'ADN, de l'histoire. C'est vraiment une histoire d'innovation continue. Le patrimoine, c'est vraiment une continuité entre le passé, le présent et le futur de l'entreprise. C'est pas une rupture. Ici le présent 1985, là le futur et là le passé. Le patrimoine, c'est vraiment le regard qu'on va porter sur l'entreprise, sur l'histoire de l'entreprise, un regard sur ce qu'on a envie de transmettre. Et ce qui, même au-delà de l'envie, c'est ce qui est essentiel de transmettre aux générations futures. Donc c'est une vraie responsabilité. L'innovation dans tout ça, quel est son rôle dans cette transmission du savoir, des connaissances ? Alors l'innovation, c'est d'abord une histoire d'innovation. Donc le patrimoine transmet cette histoire. Et puis après, l'innovation, ça peut être aussi un moyen au service de la transmission et de la valorisation du patrimoine. Construite en 1890 sur la ligne Paris-Bordeaux, cette rotonde ferroviaire servait à l'entretien des locomotives. On parle parfois d'oxymore quand on rapproche patrimoine et innovation. Et finalement, et en particulier à la SNCF, patrimoine et innovation font bon ménage. On ne peut pas opposer d'un côté le patrimoine qui serait associé au passé et l'innovation qui serait associée au futur. L'innovation peut aussi se mettre au service du patrimoine pour le transmettre par des moyens innovants, avec le numérique notamment. On parle de transmission et de génération du futur. Quelle trace, quel patrimoine sommes-nous en train de laisser aux prochaines générations de cheminots ? C'est une question qui pose la responsabilité aussi des métiers du patrimoine et de l'entreprise elle-même dans la mémoire et dans sa transmission. Je pense que c'est la mémoire et la trace qu'on va laisser pour les cheminots, mais plus largement pour tous les Français. Qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations futures ? Je crois qu'il y a un exemple qui m'a frappée quand je suis arrivée dans l'entreprise. C'est la conservation de la rame 16 du TGV. Et qui était encore en circulation quand je suis arrivée dans l'entreprise, les rames sud-est, mais qui allait prendre sa retraite et sortir du service. Et tout de suite, j'ai été alertée sur le fait qu'il fallait la conserver parce que c'était une rame qui incarnait vraiment l'histoire de la grande vitesse à la SNCF, puisque c'est celle qui a fait le voyage inaugural en 1981 du TGV avec le président Mitterrand. C'est celle qui a battu aussi le premier record de vitesse à bord d'un TGV. Voilà, le TGV est passé à cet instant précis, vous allez le voir, je l'espère, à quelques 380 km/h. Un ordre d'idée, cela fait plus de 100 mètres à la seconde. C'est là qu'on voit bien la frontière très très étroite qu'il y a dans ce qu'on peut définir comme du patrimoine, puisque une rame qui au mois de décembre est en circulation, que vous pouvez emprunter pour voyager, au mois de janvier se trouve dans les collections patrimoine SNCF. Donc c'est vraiment une responsabilité de se dire, bon, celle-là, il faut la conserver parce qu'elle a quelque chose à raconter aux générations futures, elle a quelque chose à dire, et de pouvoir se projeter suffisamment loin pour se dire, ce qui est aujourd'hui un objet du quotidien peut changer de statut et devenir un objet patrimonial pour le futur. Ainsi s'achève ce voyage auditif. Merci à vous, auditrices et auditeurs, de m'avoir suivi durant ce périple au sein des coulisses de la SNCF. Et qui sait, peut-être que dans 20, 50 ans, 100 ans, cette série de podcasts refera surface sous forme d'archives du patrimoine de la SNCF. À quoi servira-t-elle ? Comment sera-t-elle écoutée et interprétée ? Ça, seule l'histoire nous le dira.